Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi ? Dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver. Bon, j'ai toujours mes allergies, c'est trop relou. En fait, je crois qu'il y a une espèce d'onde de sable du Sahara en ce moment en Guadeloupe et du coup c'est très dur à vivre. Ça fait genre 2 semaines que j'ai du mal à dormir, que j'ai le nez bouché, que j'arrête pas d'éternuer. Et en plus, j'ai toujours la bonne idée d'enregistrer mon podcast le soir. Et c'est encore pire. Donc je voulais juste vous dire merci de prendre le temps de m'écouter quand même si je l'ai nez bouché. Et envoyez-moi des prières que le vent laisse le sable du Sahara. Là, il doit rester, c'est-à-dire dans le Sahara. Et que je puisse respirer tranquille. Mais à part ça, je vais très bien, je suis très contente. Mon début d'année était vraiment difficile, genre les 3 premiers mois de l'année, et puis deuxième trimestre, trop bien, j'adore, génial, parfait, merci l'univers. Je crois qu'il y avait un tas d'éclipses et de trucs comme ça, je n'y connais rien en astrologie. Je suis contente que ce soit fini, c'est cool, et qu'on puisse passer à autre chose. Donc je sais pas comment c'était votre début d'année, mais pour moi c'était très rock'n'roll. Et là, depuis avril, ça va tellement mieux, je suis tellement contente, je suis tellement reconnaissante, je suis tellement joyeuse, je me sens bien. Et je me sens encore plus bien, ça se dit pas Livia, je me sens encore mieux, parce que ce mois-ci, le 26 juin, mon 4e livre sort. Et ça fait trop bizarre, c'est trop étrange. Je voulais juste vous faire un épisode de podcast pour vous parler de ce livre, de l'histoire de son écriture, de ce que vous allez trouver dedans, de pourquoi vous devez absolument l'acheter. Les précommandes ne sont pas encore ouvertes, mais on vous mettra un lien dans les notes pour vous abonner et pour recevoir les news. Comme ça, dès que c'est ouvert, on vous dit. Mais ça fait très bizarre de me dire « c'est mon 4e livre en fait ». C'est trop étrange parce que écrire des livres, c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Et me dire « c'est le 4e », ça fait vraiment bizarre. En fait, j'ai 2 livres qui sont auto-édités, que j'ai édités moi-même sur Amazon. Un roman et une série d'essais qui sont très bien. Du coup, je vais avoir 2 livres qui sont édités traditionnellement chez la maison d'édition Erol. Donc, mon tout premier qui s'appelle « Créer sa vie en étant soi » et le deuxième édité chez eux qui s'appelle « Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée ». On aime les longs titres, mais ça résume vraiment bien ce qui se passe dans le livre. Et en fait, quand on en parlait avec mon éditrice, déjà, je suis très reconnaissante d'elle parce que j'ai recontacté comme ça. Mon ancienne éditrice est partie à la retraite et je savais plus trop qui était censé s'occuper de moi chez Erol. Et du coup, j'ai envoyé un mail pour dire « Au fait, ça va ? Qui est là ?» et elle m'a répondu en me disant que c'était elle, du coup, qui était de nouveau éditrice sur le domaine dans lequel j'écrivais. Et je lui ai dit « Super, j'ai des idées, on peut en parler. » Et on a parlé de plusieurs idées de projets autour de la sexualité et du soin des traumas, qui sont mes 2 dadas. Et elle a vraiment adhéré, quoi. Et j'ai aimé ça. En fait, j'ai envie de revenir encore plus en arrière. Allez, on y va. En fait, Erol, c'est ma maison d'édition rêvée. Parce que quand j'ai été étudiante, avant de faire mes études, donc j'ai fait des études d'économie et de finance à Dauphine, à Paris. Avant ça, je fais une année de prépa. Et Erol était juste en bas de la rue. Et je passais mon temps là-bas. Parce qu'ils avaient plein de bouquins pratiques, techniques. C'était une toute petite librairie. Elle était hyper clean. Et après, il y avait d'autres librairies dans le quartier. C'est le quartier latin, dans le 5e. Mais j'aimais bien Erol. Franchement, je sais pas pourquoi. Pourtant, je sais pas, mais il y a quelque chose que j'aimais bien. Et je me disais, si je devais écrire un livre un jour, j'espère que ce sera édité là. Et c'est ce qui s'est passé. Mon premier livre, je l'ai édité là.
Et en fait, l'histoire de mon premier livre, c'est que je l'ai écrit d'abord de moi-même, en fait. J'étais partie pour l'auto-éditer. Et avant d'écrire mon premier livre, c'était une énorme souffrance pour moi de ne jamais avoir écrit de livre. Alors, je sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui aspirent à être auteurs, dont c'est le rêve d'enfance ou qui ont vraiment ça fort en eux. Alors, il paraît que c'est le rêve d'une très grande majorité de personnes, donc je comprends. Mais je pense qu'il y a des personnes pour qui c'est un peu «Ah, ce serait super si j'écrivais un livre». Trop bien. Il y a des personnes qui se disent qu'ils sont sur Terre pour écrire des livres, que genre depuis qu'ils sont tout petits, ils se voient faire ça. Et moi, je fais partie de ces personnes-là. J'adore lire depuis que je sais lire. J'ai appris à lire assez tôt, donc j'adore lire. Et je me voyais écrire des bouquins. C'était vraiment ancré en moi très, très, très jeune. Et quand voilà, j'avais lancé mon entreprise à l'époque, ma toute petite entreprise, auto-entreprise et tout. Et j'écrivais beaucoup parce que j'avais un blog. Et quand j'ai quitté mon travail salarié avant de me lancer en indépendante, je me disais, c'est pour aller écrire un roman. Je me disais, je vais aller écrire mon premier livre. Je quitte mon job pour aller écrire mon premier livre. Le plan s'est pas passé exactement comme ça, parce qu'il faut bien manger. Donc, je fais des petits jobs à côté. J'ai pas du tout écrit mon premier livre. Et en fait, j'ai passé pas mal de temps à être très triste de ne jamais avoir écrit de livre. J'ai passé beaucoup de temps à me dire, ça se trouve, je vais mourir et j'aurais jamais écrit de livre. Ou bien, waouh, c'est mon rêve et je vais jamais le réaliser. Enfin, j'avais beaucoup de souffrance par rapport à ça. Honnêtement, ça me travaillait. Je me suis fait accompagner. Jusqu'à un jour me dire, OK, j'y vais. Et je me suis donné un mois pour écrire tout un livre. J'ai pris 6 semaines au final. Je l'ai publié comme ça en PDF d'abord et j'avais une petite communauté, donc des gens l'avaient lu. Et puis, en fait, en vrai, j'avais envoyé à Erol, genre des mois avant, un e-book que j'avais écrit. Et je sais pas, genre, ça faisait 1 an au moins que je l'avais envoyé, c'était mon tout premier e-book. Et l'éditrice m'a écrit en mode, ah, c'est intéressant, on aimerait savoir si vous voudriez discuter de ce projet. J'étais là, wow! Et le timing était parfait. Finalement, je lui ai proposé le nouveau livre que j'avais écrit et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre chez eux, Créer sa vie en étant soi. Et donc, du coup, à partir de là, une fois que t'es édité dans une maison, ils sont toujours curieux de savoir si t'as des nouveaux projets. Et donc, des années après, voilà, j'avais toujours un peu des contacts avec mon éditrice, mais quand elle est partie à la retraite, j'ai un peu perdu de vue la maison d'édition et donc je les ai recontactés en me disant, j'aimerais bien écrire un livre sur la sexualité. Et en parlant avec l'éditrice, c'était super parce que déjà, elle était très ouverte au sujet. C'est un sujet qui est un peu à la mode, la sexualité. On en parle beaucoup plus qu'avant. Mais souvent, l'angle qui est présent, c'est soit un angle très académique dans le sens où, pas académique, mais plutôt anatomique, genre qu'est-ce qu'il faut pour avoir du plaisir, où est-ce qu'il faut toucher, où est-ce qu'il faut pas toucher, ce genre de truc. Ou bien c'est très féminin sacré, spiritualité, ce genre de choses. Ou bien, voilà, c'est bien-être, quoi. Bien-être dans le sens, tout ce qui est slow sex, ce genre de choses. Donc, il y a des livres sur la sexualité sur plein de pans différents. Il y en a sur le consentement, il y en a vraiment beaucoup. Et ça va du assez technique, anatomique, pratique, au très spirituel. Mais il y avait un livre qui manquait. C'était le mien. Non, je rigole. Il y avait un pan qui était pas vraiment couvert. C'était comment tu fais quand la sexualité, c'est en fait un thème difficile pour toi? Et moi, ça a toujours été ma question parce que avant d'être coach sexo, je galérais dans la sexualité. C'est un thème qui me cassait la tête, comme on dit. Et je lui ai dit, j'aimerais écrire aux personnes pour qui la sexualité, c'est un sujet d'anxiété. C'est un sujet compliqué et c'est un sujet qui est pas facile à aborder. Et donc, c'est des personnes qui, tu leur dis, voici un bouquin, voici comment faire pour avoir du plaisir sexo. Et en fait, imagine ces gens, ils ont même pas envie de faire l'amour, comment ils s'y prennent. Ou bien, tu leur parles de féminin sacré, de te connecter à ton énergie féminine, super, mais comment on fait quand on est complètement déconnecté de son corps? Enfin, en gros, pour moi, il manquait le soin. Il manquait le soin, il manquait le fait de partir de, en fait, la sexualité, ça me prend la tête, ou c'est anxieux, ou c'est un peu stressant pour moi, ou j'ai pas le plaisir que je veux, à, waouh, j'ai un plaisir de ouf. Ou en tout cas, j'ai une sexualité qui est épanouie, qui me correspond, qui est en phase avec qui je suis, avec mon identité, mes valeurs, ma personnalité. Enfin voilà. En fait, passer de la sexualité, c'est un truc que je voudrais éviter, à j'ai une sexualité qui me ressemble, qui me correspond et qui m'épanouit pleinement. Et donc c'est vraiment sur ça qu'on est parti, sur l'idée de penser à toutes les personnes pour qui c'est pas forcément un sujet super évident. Après, en vrai, le livre est assez universel et il parle à tout le monde. Mais en tout cas, l'angle qu'on a choisi, c'est celui-là.
Et non seulement il parle à tout le monde, mais vous verrez quand vous le lirez, il s'applique à tous les sujets, en fait, pas que à la sexualité. Il s'applique vraiment à tous les sujets. Tout le monde peut le lire et en tirer de gros enseignements. Et donc, moi, j'ai bien aimé qu'on prenne cet angle-là parce que je pense que ça manque et que ça n'existe pas encore. Et je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, j'ai trop hâte. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi le titre avec le Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée. On parle quand même à des personnes qui se disent peut-être que c'est trop tard. Et en fait, ce que je disais à mon éditrice, c'est que je lui disais, tu sais, le message que je veux passer, c'est que c'est pas cuit, c'est pas fichu, c'est pas foutu. Tu peux encore avoir une belle sexualité. Comment on dit ça en français avec un titre correct? Parce que c'est pas cuit, ça fonctionne pas hein, sur une couverture de livre. Et après, c'est elle qui est venue avec ce titre, le Il n'est jamais trop tard. Et donc, même si l'angle, c'est voilà, c'est cet angle de soin et de c'est pas fichu, tu peux encore avoir une très belle sexualité, peu importe ton passé, peu importe ton vécu. En vrai, dans le contenu, ça parle vraiment à tout le monde. Essentiellement, c'est pour les femmes et les personnes à vulve. Mais très honnêtement, si vous êtes un homme, si vous avez un pénis, si vous êtes trans, ça va parler vraiment à tout le monde parce que les principes dedans ne sont pas genrés. C'est plus mon écriture qu'il est. C'est-à-dire que dans mon esprit, je parle à des personnes à vulve. Mais en tout cas, le livre, il parle vraiment à tout le monde. Et mon désir, c'est qu'il soit dans le plus de mains possible parce que je pense sincèrement qu'il peut aider très concrètement à un endroit où il n'y a pas eu beaucoup d'aide. Et en fait, il apporte des réponses que moi, j'aurais aimé y avoir il y a 7-8 ans, quoi. Donc, trop hâte. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du livre? Bonne question. En fait, j'ai construit le livre autour des archétypes que j'utilise dans mon programme Diva le Temple. J'en utilise 7 dans le temple, mais le livre en couvre 5, ce qui est vraiment pas mal, parce que déjà 5, ça fait beaucoup, ça fait un petit bouquin bien épais. Et on couvre 5 archétypes. Pourquoi je travaille avec les archétypes? C'est parce qu'en fait, ils ont vraiment cette puissance de te permettre de passer de ça ne va pas à ça va super bien. Dans chaque archétype, il y a un état où ça ne va pas trop, il y a de la difficulté, potentiellement du trauma, on appelle ça une empreinte. Et il y a un état où tu es proche de qui tu es, tu vibres, tu pétilles, tu es dans la vie, ça s'appelle l'essence. Et ce qui est bien avec les archétypes, c'est que on peut comprendre un chemin très très clair pour passer de l'empreinte à l'essence. Et je me dis que c'était la manière la plus pratique d'expliquer en fait que tu peux passer de ça ne va pas sur ce point-là, voire même j'ai de la difficulté, à oh mon Dieu, je vis ma meilleure vie, je suis pleinement moi, je suis épanouie, satisfaite, alignée, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que je travaille avec les archétypes, c'est parce que je trouve que dans l'esprit des personnes, c'est clair. Parce que essentiellement, mon livre porte sur le soin des traumas, mais je ne parle quasiment pas de trauma dedans. Quasiment pas. Je crois que je dis le mot 2 fois. Parce qu'en fait, c'est pas nécessaire d'avoir du trauma pour le comprendre. Et les archétypes permettent d'aller vers ce soin d'une façon qui est claire et qui est précise. Et du coup, je couvre 5 archétypes dedans. Il y a la graine d'âme qui porte sur les besoins, donc passer de la négligence, mes besoins ne sont pas compris, entendus, ne sont pas remplis, à je mérite, je reçois, je suis la queen, tout va bien. On a la gardienne de la porte qui porte sur les limites, et on passe de soit j'ai des limites hyper rigides ou hyper lâches, à j'ai des limites qui laissent rentrer ce qui est bon et qui ne laissent pas rentrer ce qui n'est pas bon. Donc des limites qui font leur boulot, quoi. Qui ne sont pas en train de bloquer tout, ni en train de laisser tout passer, mais qui arrivent à faire le discernement entre ce que je laisse rentrer et ce que je ne laisse pas rentrer. On a expressionnista, qui est sur l'expression libre et qui nous permet de passer de la honte et le fait de taire notre voix à l'expression totale de qui je suis dans toute ma brillance et ma splendeur, à être célébrée, adulée, kiffée, honorée, n'est-ce pas? 4e, c'est la sage. La sage, c'est je passe de ne pas avoir confiance en moi, ne pas avoir confiance dans les autres, être manipulée, contrôlée, voire manipuler et contrôler les autres, à être ancrée dans ma vérité, mon intégrité, à être sûre de moi, à me faire confiance. Il y a vraiment cette sensation de colonne vertébrale très droite. Et le 5e, c'est la butineuse qui passe de je suis déconnectée, isolée, je suis pas en lien avec les autres, à être en lien avec les autres, flirter, danser, coucher, kiffer, tout en étant en sécurité et protégée. Et donc chacun des archétypes, on les aborde sur le plan de la sexualité. Comment je fais pour avoir mes besoins remplis dans ma sexualité? Comment je fais pour avoir mes limites respectées? Comment je peux m'exprimer librement? Comment je peux écouter mon intuition et ma sagesse? Et comment je peux connecter avec les autres? Et en fait, c'est les 5 grandes parties du livre. Et dans le livre, on couvre chaque archétype. Il y a des exercices
Et les exercices sont à la fois en lien avec les archétypes et à la fois ce sont des exercices de sexualité que moi j'ai conçus ou que j'ai modifiés pour qu'ils puissent coller aussi avec ces archétypes. Donc c'est un livre, il y a du boulot dedans, c'est très pratique et je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. L'autre particularité intéressante du livre aussi, c'est que je raconte mon histoire dedans. Et ça, c'était assez marrant en fait quand j'ai commencé à l'écrire. Donc je l'ai écrit très vite, je l'ai écrit en 6 semaines. Bah, en fait, une fois qu'on s'est mis d'accord sur le livre, on m'a donné un délai pour l'écrire. J'ai demandé que ce soit décalé d'1 mois parce que j'avais un lancement du temple et du coup, en fait, j'avais, de la mi-décembre à la fin janvier pour l'écrire et de mi-décembre à fin décembre, j'étais en plein lancement et ensuite j'avais tout janvier que j'avais libéré pour ça et donc de mi-décembre à fin décembre, pendant que j'étais en train de lancer et ouvrir mon programme, l'objectif c'était de sortir les premières parties, enfin la première partie, les premiers chapitres pour montrer à mon éditrice qu'elle me dise si je vais dans la bonne direction ou pas, pour que en janvier, votre copine, elle écrit non-stop. Ok. Et donc, fallait vraiment que je valide ça. Et donc, j'étais en train de me demander comment j'explique tout ça de façon claire et universelle et tout. Et au début, au lieu de raconter mon histoire, j'ai créé des personnages. Parce que j'écris aussi de la fiction à côté. J'écris un roman et je travaille sur un autre roman en parallèle. Mais les romans, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. C'est impossible d'écrire un roman correct en 6 semaines. Enfin, pas pour moi en tout cas. Moi, c'est plutôt genre 6 ans par roman. C'est pas pareil. Bref. Et donc, du coup, j'ai créé des personnages. Et en fait, dans ma vision, il y avait genre 3 personnages différents et chacun allait vivre les archétypes de sa façon. Et par exemple, on avait une mère de famille mariée avec un mari sympa, mais qui en même temps ne lui faisait plus envie sexuellement. Et puis, on avait une personne célibataire qui était célibataire depuis super longtemps. Et puis, une personne qui était pas en couple, mais qui fréquentait plusieurs personnes. Enfin bref, j'avais mes 3 personnages et j'étais là, ok, donc on va faire des mini-histoires pour chacun. Et est-ce que je me suis pris la tête? Oui, bien sûr, je me suis pris la tête. Et donc, pour le premier archétype, j'étais là, voici comment est ce personnage avant l'archétype, voici comment il est après l'archétype, voici le travail qu'il a fait sur lui. En fait, comme si je faisais un peu le miroir de ce que fait mes clientes. Et qu'est-ce que c'était compliqué? Même à l'écrire, c'était compliqué, ça m'a cassé la tête. Au final, donc j'ai quand même fait pour le premier et j'ai envoyé à mon éditrice, elle m'a dit: «Ouais, non, les personnages, on va mettre de côté parce que ça sert pas» et je lui ai dit: «Ben» elle m'a dit: «En fait, ça distrait le lecteur» et c'est une chose qui est importante, en fait. Le lecteur, plus c'est simple, plus il peut se projeter. Si tu lui mets trop d'images dans la tête, ben, ça parle plus forcément de lui, ça parle d'autre chose, donc il doit faire plein de calculs mentaux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et du coup, elle m'a dit: «Non, on va pas faire ces personnages-là» et j'ai dit: «OK, ben, ça tombe bien parce que franchement, ça prenait trop de temps». Elle m'a dit: «Bah, si en plus ça te fait gagner du temps, c'est encore mieux parce que nous, on veut sortir le bouquin à telle date». La date était déjà fixée depuis, novembre, la date de sortie, donc c'est pas comme ça on était genre on avait un timing serré. Donc elle m'a dit: «Si en plus ça te fait gagner du temps, on va faire sauter les personnages» et du coup, je lui ai dit: «Bah, à la place, je vais juste raconter mon histoire» et c'était trop intéressant parce que je savais pas ce que j'allais raconter comme histoire qui couvre chacun des archétypes. C'est une chose que j'avais jamais faite. Quand j'enseigne les archétypes à mes clientes, je raconte pas vraiment mon histoire. Je les enseigne pour elles, pour qu'elles pratiquent elles. Mais là, il y avait l'exercice possible de raconter mon histoire. Je lui ai dit, tu sais quoi, je vais raconter mon histoire parce que c'était ça mon autre idée. C'était de juste illustrer avec mon histoire. Et ça, c'était la grosse surprise du livre pour moi. Clairement, quelque chose voulait sortir par là. Donc, j'ai pris chaque archétype. J'ai écrit partie par partie. Donc, j'ai écrit archétype par archétype. Donc, j'ai commencé avec la graine d'âme sur les besoins et j'ai parlé d'une de mes anciennes relations. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que à chaque partie, je parlais d'une relation, de plusieurs relations. Quand on parlait de la sage, de la relation toxique dans laquelle j'ai été et dont j'ai déjà parlé sur ce podcast. Et c'était trop intéressant parce que je sentais pas que moi, j'avais vraiment pas pensé que j'allais vers là, en fait. Et dans la 5e partie, j'ai parlé de ma relation actuelle et de ce qui fait qu'on est en couple maintenant avec mon chéri. Et bref, franchement, je vous dis, j'ai écrit et je suis choquée. Je suis en train d'écrire, je suis là, ah, mais c'est ça que je suis en train de raconter. Ok. Et en fait, c'était trop intéressant parce que j'avais pas prévu d'écrire mon histoire personnelle sur la sexualité. C'était pas du tout ça l'idée. Mais en fait, au final, avec le filtre des archétypes, c'était tellement clair le chemin que j'avais fait pour passer de quelqu'un qui n'a pas de désir sexuel ou qui en a quelque temps et en fait au final ça s'évanouit, quelqu'un qui se forçait à faire l'amour alors qu'elle en avait pas envie, quelqu'un qui performait pendant le sexe, quelqu'un qui à un moment a couché avec plein de personnes mais pas pour son plaisir à elle mais pour se dire que voilà elle était
Carrie dans Sex and the City. Enfin voilà, comment je suis passée de cette personne qui avait certes une sexualité, mais qui n'était pas une sexualité ancrée dans de la vérité, à quelqu'un qui aujourd'hui a une sexualité qui est honnête, qui est vraie, et qui est proche de qui je suis, et qui est dans mon style, et qui est puissante, et qui est intense, et qui est joyeuse, et qui est fun, et qui est légère. En fait, ce guide, c'est comment je suis passée de ça à ça. Et je vous jure, j'étais pas au courant que c'était ça qu'on allait faire. Mais c'est ça la beauté quand on écrit un livre, et c'est pour ça que j'adore les livres, c'est parce que c'est une co-création entre toi et l'univers. Alors peut-être ça fait un peu wouhou de dire ça, mais la façon dont je le vois, c'est comme si tu es un canal et tu as les doigts pour écrire une histoire ou un livre ou voilà, quelque chose que tu transmets aux autres, mais c'est en résonance avec l'univers dans le sens où c'est en résonance avec ce que le collectif a peut-être besoin d'entendre ou tes lecteurs ont peut-être besoin d'entendre, mais t'es même pas au courant en fait. Et donc c'est une co-création entre toi, l'univers et tes éventuels futurs lecteurs, alors qu'au début tu crois que c'est toi qui crée, mais en fait il y a autre chose qui se joue et c'est très magique parce que l'écriture pour moi c'est un endroit où plus je lâche du contrôle, plus ce que j'écris c'est intéressant. Parce qu'à chaque fois que j'essaie de contrôler et je veux aller quelque part, ben je me coupe de cette co-création entre moi, l'univers et mes lecteurs futurs, mes lecteurs et lectrices futurs. Et j'ai trouvé ça trop intéressant qu'en fait le livre lui-même m'emmène vers ça. Et j'ai ressenti ça avec tous les livres que j'ai écrits. J'en ai écrit 5, donc là c'est le 4e publié et le 5e, je vais travailler dessus après. C'est un roman et ça me prend énormément de temps, donc c'est pas pour tout de suite. Mais à chaque fois, à la fin, je suis là. Ah, c'est ça que j'étais en train d'écrire. Intéressant. Et ouais, c'était trop intéressant parce que c'est quand j'écris la conclusion que j'écris, vous allez voir quand vous allez lire, j'écris, ah, ok, je réalise que le livre m'a fait écrire ça, 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 ça. Et j'avais pas du tout prévu. Et c'était trop beau. Franchement, le moment où je me rends compte le chemin du livre et c'est quoi l'histoire globale et vers où on va, trop bien, c'est magnifique. J'ai trop aimé. Après, écrire un livre, c'est pas facile dans le sens où c'est pas l'exercice le plus simple de la Terre. Et je crois dans mes stories, quelqu'un m'a demandé c'était quoi mon conseil pour quelqu'un qui veut écrire son premier livre. Et mon conseil, c'est de t'asseoir sur la chaise et écrire. Il y en a vraiment pas d'autres en fait. Parce que il y a tellement de conseils sur écrire bien, écrire comme ci, écrire comme ça, faire ceci, faire cela. Mais le plus dur, c'est s'asseoir sur la chaise et écrire, hein. Si t'arrives à faire ça, franchement, t'as gagné 80% de la bataille. On peut gagner une bataille à 80%? Je sais pas. T'as gagné 80% de la guerre. Mais après, j'ai pas envie d'associer ça à une guerre. T'as fait 80% du chemin, on va dire. Parce que ce que tu écris en premier jet n'est jamais très bon. Et je pense que les gens, étant moi y compris, on est parfois très perfectionniste sur à quoi ça ressemble un livre, en fait, parce que on voit des résultats finis. Forcément, tu vois un livre fini, tu te dis, waouh, c'est tellement bien, jamais je vais pouvoir faire ça. Et c'est vrai, tu vas pas pouvoir faire ça. Pas en première instance. Ni même en deuxième ou en troisième ou en quatrième instance. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, le premier jet, il est en général pas très bon, mais c'est la matière. C'est ce que tu co-crées avec toi-même, l'univers et tes futurs lecteurs. Et donc, c'est la matière. C'est comme si on te donnait un bloc d'or, là, pas taillé, mais c'est l'or, c'est ça. C'est ça, la matière. Et en fait, ça, c'est en général pas très propre. Enfin, j'ai dit en général. Jamais propre, peut-être. Et c'est juste mettre sur la page, mettre sur la page, mettre sur la page, mettre sur la page, mettre sur la page. Et après, tu peux faire une relecture pour que ce soit lisible. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit mon premier jet partie par partie. Après, j'ai relu pour que ce soit lisible, pour que quelqu'un me comprenne. Et après, j'envoie ça à mon éditrice. Et le truc, c'est que ce premier jet, voire le deuxième si tu relis un peu, il est jamais très bon. Mais c'est ta matière avec laquelle tu travailles. Et la plupart du temps, sauf si tu es en auto-édition, mais même en auto-édition, tu peux te faire accompagner. Par exemple, moi, je me fais accompagner pour mon auto-édition par une éditrice, du coup, indépendante. Mais il va de toute façon y avoir une phase de relecture et de correction de ton travail. Et ce que je vous jure, c'est trop drôle. Quand, du coup, j'ai envoyé mon manuscrit comme ça, il y a une première phase de correction. C'est un document Word ou Pages, si comme vous avez un Mac. Et il y avait genre 553 corrections à approuver sur le manuscrit. Et sans compter celles qui étaient faites en dur dans le texte, parce que, en gros, il y a des corrections qui sont faites directement dans le texte. Si tu fais des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, des trucs comme ça, les meufs, elles vont pas te demander est-ce que tu es d'accord pour qu'on mette un S là. Donc, elles vont corriger. Et ensuite, t'as
des centaines de corrections à approuver qui sont des tournures de phrases. Est-ce que ça, on passe à la ligne? Ça, est-ce qu'on met un titre, etc. Et c'est là que tu réalises que oui, ton premier jet, il était vraiment nul en fait. Mais c'est pas grave parce qu'il sera corrigé. Et les phases de correction, bah, c'est les plus importantes parce que c'est celles qui font le livre que tu vois à la fin, en fait. Les phases de réécriture, de correction, il y a des parties que j'ai réécrites parce que ça ne faisait pas sens. Il y a de la relecture, il y a est-ce qu'on fait ça comme ça, comme ça. Bah, une fois que tu as ta matière, faut la sculpter. Et je pense que souvent, les gens se disent que dès le début, ça doit être sculpté. Mais non, c'est pas possible, c'est impossible. C'est une exigence trop grande d'avoir ça. Le début, c'est caca, c'est pas top. Mais il faut s'asseoir sur la chaise et le faire. Et après, par contre, tu améliores. Et bien sûr, plus tu essaies de structurer ton premier jet, mieux c'est, parce que moins il y a de travail derrière. Mais c'est pas grave, si c'est le premier livre que tu écris, tu ne sais même pas comment structurer un livre, donc juste écris, tu vois. Et après, je vois à l'expérience, là, c'est le 4e livre que je sors, mais c'est le 5e que j'écris, techniquement. Et en fait, avec le temps, je m'améliore. C'est toujours des premiers jets vraiment nuls, mais ils sont meilleurs quand même. Et je pense que ça aussi, c'est une chose qu'on sous-estime, c'est à quel point, en fait, juste faire les choses et pratiquer encore et encore, c'est important. Forcément, si t'as jamais écrit de livre, ton premier sera pas le meilleur livre de la Terre, mais les suivants, ils seront vraiment meilleurs, en fait. Et ça, ouais, je pense que c'est important d'avoir l'humilité de se dire que un premier jet, c'est un premier jet et ensuite on le retravaille, on l'améliore. Et aussi, il y a des livres plus faciles à écrire que d'autres, hein. C'est-à-dire que là, ce livre, c'est un livre de développement personnel, on va dire, comme mon premier que j'ai sorti. C'est beaucoup plus facile à écrire qu'un roman. Par exemple, j'ai écrit 2 romans, c'est dur. J'ai reçu les notes de mon éditrice pour le roman. Il y en a plein, il faut que je me penche dessus, et je sens que ça va me casser la tête. Je crois que j'ai dit au moins casser la tête au moins 3 fois dans cet épisode, mais c'est ça. C'est-à-dire que je sais que je vais me pencher dessus, me demander qu'est-ce que je fais là, quel choix je fais, etc. Et pour avoir un deuxième jet qui est meilleur. Mais est-ce qu'il sera parfait? Non. On va devoir aller l'améliorer encore pour un 3e jet et ainsi de suite. Et c'est pour ça que je vous dis, la qualité principale de quelqu'un qui écrit, c'est de s'asseoir sur une chaise et écrire, parce que c'est long. Et je sais qu'il y a le côté glamour de l'écriture, mais écrire, c'est pas que c'est pas facile dans le sens où si tu t'écoutes et que tu lâches le contrôle et que juste tu te laisses écrire, c'est pas dur. Il faut juste te laisser écrire. Mais le plus dur, c'est de créer l'espace et d'effectivement le faire. Et c'est là que c'est ce que la plupart des gens vont pas faire, en fait. La plupart des gens qui rêvent d'écrire un livre ne l'écriront pas parce qu'ils créent juste pas l'espace de le faire. C'est pas pour critiquer, mais c'est factuel. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est ça qui se passe. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'on peut renverser assez facilement. Si tu te crées l'espace d'écrire, il y a plus de chances que tu le fasses. Et puis, c'est pas nécessairement écrire tous les jours, chaque semaine, hein. Moi, je suis quelqu'un qui écrit par période de pic. Et donc, je travaille 1 mois, 6 semaines sur un livre à fond pour l'écrire. Après, moi, j'écris plus, hein. C'est bon. C'est bon. Et les mois qui suivent, c'est de la relecture, tout ça. Bon. Mais ouais, moi, j'aime bien travailler comme ça. Et puis, il y a des personnes qui aiment bien écrire un peu tous les jours, un peu chaque semaine. Moi, ça me convient moins. C'est-à-dire que là, je sais que par exemple, pour le roman que je dois corriger, je vais devoir bloquer 2-3 semaines pour faire que ça. Parce que je voudrais le faire vite, en fait. Mais ça, c'est ma façon à moi de faire. Mais bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez écrire, écrivez. Maintenant, voilà, le livre est écrit. Il est en cours d'impression quand je parle. Et donc, du coup, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas tenu. Je ne sais pas à quoi il ressemble. On a eu pas mal d'allers-retours sur la couverture. En fait, au début, on était d'accord, puis j'ai demandé certaines modifications qu'on a pu faire genre quelques heures avant qu'il parte en impression. Donc, il y avait un petit côté adrénaline. Mais là, je suis assez contente de la couverture. Ouais, ça, je vais faire une newsletter dessus pour vous expliquer le processus parce qu'il faut que vous voyez les images. Donc, abonnez-vous au lien que j'ai mis là. Comme ça, vous pourrez voir le processus aussi. Mais ouais, en fait, mon premier livre, j'ai pas pu choisir la couverture parce qu'on n'avait pas le temps. Et là, au moins, j'ai pu échanger sur la couverture. Et une chose qui était importante pour moi et pour nous, c'était que, à la fois, elle me ressemble, la couverture. Et donc, qu'elle soit assez calme et apaisée. Et pas un truc trop pump it up parce que je suis quelqu'un de plutôt calme et apaisé, même si des fois j'ai pas l'air. Et aussi qu'elle soit assez universelle, c'est-à-dire que quand quelqu'un la voit, elle se sent incluse. Et pas ah ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour les gens qui ressemblent à ça et pas qui ressemblent à ça. Je voulais vraiment que elle ait un côté pas neutre mais universel. Et l'autre chose aussi, c'est qu'on voulait s'éloigner de tout ce qui était féminin sacré, parce que c'est un genre à part entière, hein.
Voilà, et souvent sur ces livres-là, il y a des lunes, il y a des étoiles, tout ça. J'ai rien contre, hein, mais c'est pas mon livre. Mon livre, c'est, enfin, j'allais dire mon livre, c'est pas un livre sur le féminin sacré. Je pense que c'est quand même un peu un livre sur le féminin sacré, je veux dire, quand même. Je pense que ça se sent dans l'énergie de son écriture. Et c'est aussi un livre sur la spiritualité. On va pas se mentir, il est spirituel. Mais ce n'est pas ça son angle principal. Son angle principal, c'est qu'il est là pour apaiser les cœurs, apaiser les corps, qu'on se sente mieux, peu importe qui on est, peu importe ce en quoi on croit, peu importe comment on est connecté ou pas. Il a vraiment quelque chose d'inclusif, je trouve, et c'est ça qu'on avait envie de témoigner avec notre couverture. Et le dernier changement qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des paillettes dessus. On a rajouté du doré, parce que je trouvais que la couverture, on la distinguait pas assez de loin. C'est mon côté un peu diva, vous voyez. Et j'étais là, non, mais il faut un truc qui saute aux yeux, qui peps. Du coup, les graphistes nous ont fait plusieurs propositions et celle qui m'a le plus parlé, c'était de mettre du doré dessus. D'où, vous verrez sur la couverture, la feuille est dorée. Et ça, pour moi, c'est la dernière petite touche qui fait que, ouais, c'est pas mal. Je suis assez contente. Mais ce que je veux dire, et je vais finir sur ça, c'est que dans toute création, il y a une énorme part de doute. Quand j'ai fini d'écrire le livre, j'étais là, waouh, il est trop bien. Quand j'ai fini de le relire avec les 500 millions de corrections, j'étais là, oh, j'espère que les gens vont l'aimer. Quand j'ai fait l'autre phase de correction, j'étais là, purée, mais qu'est-ce qu'il est bien. Et ensuite, quand je l'ai recorrigé, j'étais là, oh, imagine personne l'aime. Pareil pour la couverture, pareil pour le titre. C'est genre, t'es juste en mode, mais imagine, c'est nul en fait. Et toi, t'as mis tout ton cœur, toute ton énergie, tout ton amour sur le truc, mais en fait, tu sais pas. Tu ne peux pas savoir. Et personne n'a lu le livre dans ma vie. Il y a que mon éditrice et l'équipe de production du livre qui l'a lu. Genre, mon chéri l'a pas lu, mes copines l'ont pas lu, personne l'a lu. Et donc, je ne sais même pas. J'ai même pas de regard extérieur. La personne qui s'occupe de mes relations presse, mon attachée de presse l'a lu, elle m'a dit qu'elle a bien aimé. Je suis là, ok, cool. Donc, celles qui l'ont lu, les 3 personnes qui l'ont lu l'ont bien aimé, mais j'espère que plus de gens l'aimeront. Donc voilà. En tout cas, il sort le 26 juin dans toutes les librairies de la Terre. Non, je rigole. En tout cas, en France et aux Antilles, il sort le 26 juin. Vous pouvez demander à vos librairies de le commander. Il s'appelle Il n'est jamais trop tard pour vivre une sexualité apaisée. Donc, sachant qu'il sort le 26 juin, je pense que à ce stade, vous pouvez quand même demander à vos librairies de l'avoir en stock pour sa sortie. Si vous avez une librairie près de chez vous, n'hésitez pas. Moi, la librairie qui est près de chez moi, j'ai comme tâche sur ma to-do list d'aller leur parler pour leur dire, ce serait pas mal. Et là, c'est une chose que vous pouvez faire. Et sinon, il sera disponible sur les plateformes en ligne, Amazon, Fnac, tous ces endroits-là. Et voilà, hein, c'est tout. Et tout ce que je peux vous demander, vraiment tout ce que je vous demande, parce que c'est ça qui fait fonctionner un livre, c'est d'en parler autour de vous. Les livres, c'est vraiment un objet de bouche à oreille. C'est fou. En fait, c'est trop intéressant parce que j'écoutais un podcast il y a longtemps sur le sujet d'un mec qui, voilà, il était fort à vendre beaucoup de livres pour ses auteurs. Et il disait un livre, l'objectif c'est de le mettre dans la main d'un certain nombre de personnes. Et après, il faut que ces personnes en parlent à d'autres gens. C'est comme ça qu'un livre devient un succès. Il n'y a aucun niveau de marketing qui fait qu'un livre devient un succès. Il y a un marketing de base, c'est-à-dire que ce que je fais là, en parler dans mon podcast, en parler sur mes réseaux, dans ma newsletter et tout, ça fait que les gens qui sont proches de moi dans ma communauté le connaissent. Mais un livre étant un produit de masse, il fonctionne que si d'autres gens en parlent. Et en fait, il disait que la meilleure façon pour qu'un livre soit recommandé, c'est que il soit bien, il soit bon, que ce soit un livre intéressant. Et donc, j'espère qu'il l'est. Et j'ai mon petit doute que je vous disais tout à l'heure, mais en fait, au fond, je pense que j'ai fait du bon boulot. Mais surtout, vous qui m'écoutez, qui me suivez, le plus gros impact que vous pourrez avoir, c'est si vous le lisez et que vous le recommandez. Et quand je dis recommander, c'est pas forcément le recommander à 10 000 personnes. Hein. En parler à 1, 2, 3 personnes, ça fait toute la différence parce que si vous en parlez à 3 personnes et qu'il y a une de ces personnes qui en parle à 3 personnes ou à 2 personnes, eh ben ça fait que le livre, il peut être dans les mains de beaucoup de personnes et ça fait toute une différence. Donc nous, de notre côté, on va faire de la presse. Ça va être la première fois que je fais de la presse vraiment pour un bouquin. Je me mets à fond sur Instagram, je fais tout ce que je peux de mon côté, mais ce qui va faire la grande différence, c'est de partager le livre. C'est tenir les gens au courant qu'il sort, c'est de l'offrir. Par exemple, vous savez qu'il sort le 26 juin, mettez dans votre agenda et achetez 10 copies pour l'offrir à des copains. Non, je rigole, vous n'êtes pas obligés, hein, ça fait beaucoup. Mais c'est vraiment vous qui voyez, vous pouvez quand même. Ça arrive pile pour l'été, donc ça peut être un livre super plage friendly
OK. Franchement, il fonctionne bien à la plage parce qu'il est doux, il est apaisant, je vous raconte un peu ma life. Il y a des exercices, mais vous n'êtes pas obligé de les faire à la plage. Certains vous pourrez, d'autres vous pourrez pas. Voilà, mais en tout cas, il fonctionnera super bien pour l'été et voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je continuerai de partager dessus jusqu'à sa sortie. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram. Quelles questions? Je ne sais pas, vous me direz, mais des questions sur le livre, le processus qui vous traverse, vous me direz et je ferai des épisodes dessus ou j'écrirai des newsletters dessus. Mais en attendant, j'ai juste trop hâte de le voir, de le toucher, de voir des gens le lire. Je pense que ça va être assez émouvant pour moi de voir d'autres gens le lire. Ouais, d'avoir vos retours et ouais, je sais pas, j'ai trop hâte. Je pense que j'ai fait du bon boulot. Je pense que je fais du bon boulot. J'ai le doute de l'écrivain et le doute du créateur. Mais en fait, ce que je sais, c'est que avant d'écrire, j'ai vraiment fait la prière d'écrire un livre qui puisse toucher le maximum de personnes, qui puisse apaiser le maximum de personnes, qui puisse aider le maximum de personnes à se sentir bien. Et je pense que ce livre fait ça. Voilà. Bon, allez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et dans les notes, on mettra le lien pour que vous abonniez, pour que je vous donne un peu des nouvelles. Dans les notes, on mettra un lien pour que vous puissiez vous abonner. Et je vous enverrai des nouvelles. Par exemple, je vous raconterai un peu les coulisses. Je vous montrerai quelques extraits, des choses qui sont peut-être même pas publiées dans le livre, en fait. Des choses assez inédites. Et voilà, j'ai trop hâte. Donc, 26 juin, n'oubliez pas. 26 juin 2025. OK? Allez, à bientôt. Salut.